On est sur les immobilisations corporelles, le PCG 2025 et les règlements de l'ANC. Notion d'une immobilisation et d'actif. Donc, la définition que donne le PCG 2025 dans son article 211.1. Donc, l'idéal, c'est une marque article 211.1. C'est un actif. Un actif est un élément identifiable du patrimoine, parce qu'une immobilisation fait partie d'un actif. Donc, définir l'actif avant est une valeur ajoutée. Contrôlée par l'entité, donc ça veut dire qu'elle appartient à la société. D'un point de vue PCG, je parle précisément. Résultant d'événements passés, donc vous avez pu l'acquérir, le créer ou l'obtenir à titre gracieux. Générateur d'avantages économiques futurs. Le contrôle étant norme française repose sur le principe de droit de propriété. Donc, ça pouvait, pour ceux qui veulent aller plus loin, dire que les normes IFRS retirent ce principe de contrôle. On garde le principe de tirer un avantage économique. Cet élément que je viens de citer, on va le voir lorsqu'on sera sur le crédit bail. Sur le crédit bail, les normes IFRS le considèrent comme une immobilisation. Donc, on peut ici le glisser pour les personnes qui sont rapides et qui gèrent et qui maîtrisent la totalité du programme et qui sont relativement rapides. Exemple, intégrer qualification, charge ou immobilisation. Une entreprise achète le 1er avril une machine 48 000 euros. Une formation interne liée à l'utilisation 3 000 euros. Contrat de maintenance 2 400 euros. Analyse attendue en DCG. Machine, immobilisation corporelle. Une formation en interne à son utilisation charge, mais peut être incorporable sous option. Maintenance, c'est une charge, pas d'avantage économique futur, et c'est complètement autonome de la partie achat de la machine. Donc la valeur qui rentre de mobilisation est 48 000 euros au minima, sauf si j'intègre le coût de la formation. Donc c'est 48 000 euros minimum, on peut rajouter 3 000 euros. C'est une option que peut prendre l'entreprise, on reviendra un peu là-dessus après. Donc mon immobilisation, je ne passe qu'une partie des éléments que je vous ai cités ici. 48 000 euros pour 21,54 matériel, TVA qui n'en suit pour 9 600 et 404 fournisseurs d'immobilisation pour 57 600 en DCG en UE10. Si le paiement est immédiat, on vous autorise à remplacer le 404 par 512 parce qu'on est sur plus de technicité que de respect de journaux. Donc nous, on part du principe normalement tout le temps qu'on travaille sur un journal unique et qu'on peut tout comptabiliser dans le même journal. Maintenant, je viens sur la définition d'immobilisation corporelle. Donc tout à l'heure, j'avais défini un actif. Que dit immobilisation corporelle, qui fait partie d'une immobilisation, donc qui est un actif, et la partie corporelle. C'est un actif physique utilisé durablement et destiné à rester dans l'entreprise. Les terrains sont non amortissables, les autres immobilisations corporelles le sont dans sa quasi grosse majorité. On verra lorsqu'on sera sur les incorporels, qui a quelques particularités. Le terrain est non amortissable pour nous en DCG, sauf si le terrain nous permet d'avoir un avantage économique futur. Exemple, les gisements, les minerais, les mines. Donc tout ceci, si on a une richesse qui est souterraine qu'on a acquise, le pétrole, on peut amortir selon l'avantage économique qu'on en tire, selon la richesse qu'on extrait, ou la, la période auquel on a une autorisation d'extraire tel ou tel type de choses. Donc on peut aussi, il y a quelques terrains, et c'est sous-compte terrain, qui peuvent s'amortir, mais nous, on décide par du principe qu'on n'acquiert aucun de ces éléments. Donc évaluation à l'entrée des innovations corporelles. Alors, immobilisation acquis à titre onéreux. Coût d'immobilisation, c'est l'article 213-8. C'est le prix d'achat moins les rabais, remises et restournes, et moins l'escompte financier. Alors, l'escompte financier ne se déduisait pas quand j'étais jeune, parce que on le comptabilisait dans un produit, et on devait après reprendre le produit au fur et à mesure et l'étaler. Donc, frais attribuables et le coût le coût de démantèlement est obligatoire. Les frais Mhm. directement attribuables, on en a plusieurs. Les frais de transport nécessaires à mon immobilisation, à ma livraison, est un coût attribuable.
les frais de mise en service, d'installation, les droits de douane. Donc tout ceci, ce sont des frais attribuables que je vais vous rajouter. Donc il y a le droit de douane, ça rentre et ça s'incorpore toujours au coût de ce que j'achète. Lorsque j'achète une charge, j'achète une marchandise, les droits de douane, j'ajoute à ma marchandise. Le droit de douane n'a pas de compte particulier. Le PCG précise qu'il faut que c'est un coût additionnel à mon acquisition, et ce, quelle que soit la nature de mon acquisition. On a dit les frais de transport, les frais de mise en service, la TVA, si non récupérable. Alors, nous, en DCG, en UE10, on demande pas, on n'a pas de particularité. Mais vous devez savoir, par l'UE4 du DCG, que, par moment, on ne peut pas récupérer la totalité de la TVA ni une partie. Une partie, connaissez le cas du véhicule de tourisme, mais il y a des cas où je peux récupérer qu'une partie de la TVA. Lorsque j'ai une activité mixte, une partie soumise à TVA, une partie non soumise à TVA, et j'achète une IMO qui est utilisée par les deux. Dans ce cas-là, je récupère qu'une partie de la TVA au regard du coefficient d'activité. Donc en DCG, on n'a jamais eu en UE10 ce cas particulier, mais on considère que vous maîtrisez les cours de fiscalité, et dans ce cas-là, on vous donnera l'indice. Mais je n'ai jamais vu ce cas particulier, ça fait plus de 30 ans que j'enseigne, j'y crois pas du tout qu'on puisse l'avoir nous en DCG UE10. Pendant un moment, je pensais, je le traitais, et même les ouvrages ne le traitent pas, donc laissons ceci de côté. Ça, c'est de plein droit. On verra après qu'on peut rajouter par option certaines dépenses, des intérêts d'emprunt, etc. On va voir ces particularités. Exemple d'un coût, un coût complet avec démantèlement. Donc, j'achète une machine qui vaut 250 000 euros. Je ne rabais des remises et des ristournes pour 10 000 euros. J'ai des frais de transport pour 6 000. J'ai des frais d'installation pour 14 000 et des coûts futurs de remise en état du site de 40 000 euros. La valeur d'entrée de mon bien à l'actif, déjà pour commencer, j'ai 250 000 moins les 10 000 de rabais, remise et ristournes, donc il me coûte facturé par mon fournisseur 240 000, auquel s'additionnent les transports, l'installation et la remise en état du site, soit 300 000 euros. Simplement, je vous rappelle également, je, je l'avais dit dans mes premiers cours, mais je le redis ici, dans tous les cas de figure, le coût que vous aurez à calculer pour vos immobilisations sera un coût qui sera tout rond, soit 100 000, soit 150 000, soit 200 000, soit 50 000, soit 60 000. Si vous tombez par exemple sur 55 240 ou 55 200, il est fort à penser que ce soit faux. On est autour des milliers d'euros, ou des dizaines de milliers d'euros, ou des centaines de milliers d'euros. On n'a pas des centaines d'euros ou des chiffres à virgule pour le coût du niveau. Si tel est le cas pour vous, si vous êtes trompé, je vous conseille vivement de revoir vos calculs avant d'aller plus loin. L'écriture comptable qui en découle pour moi, 21,54 pour 300 000, 44 562 pour 60 000 et le fournisseur pour 360 000. Évidemment, je considère ici que tout a été facturé au même moment. On a déjà eu en DCG il y a une année où il y avait des dates différentes pour le transport, des dates différentes pour l'installation. Et le coût de remise en état était donné aussi ultérieurement. Donc, il fallait ici enregistrer chaque facture en gardant ce schéma d'écriture auquel on incorporait chaque dépense. Je pourrais le refaire, mais bon, vous avez compris le principe. Je ne vais pas vous scinder cette écriture en quatre pour trouver le même élément. Je peux revenir après, mais je vais peut-être le rementionner plus tôt parce qu'il est mis plus tard, mais je vais me remettre ici. Je vais le mettre ici. Ici. On va rajouter un élément ici. Alors, les dépenses.
activables, c'est-à-dire celles qu'on peut intégrer. Les dépenses activables pour évaluer la valeur d'entrée d'un actif, en entrée à l'actif de mon immobilisation, deux petits points. Cette phrase doit être connue par vous. Commence le jour où l'entreprise, et plus précisément l'organe de direction, pour être plus précis, décide d'acquérir ou de réaliser son immobilisation, c'est-à-dire, et vous devez donner la date, trois petits points, pour se finir, pour se terminer, le jour où l'entreprise en tire un avantage économique. Alors, soit, trois petits points, et vous devez mettre la date. C'est ce qu'on attend à l'examen. Alors, quand on attend ceci à l'examen, quand on vous demande d'établir la période d'incorporation des coûts, il faut voir ceci. La personne qui met, alors je prends un exemple, l'entreprise décide le 15 février de créer une IMO, d'une acheter une, et le bien est mis en service le 1er juillet. La personne qui dit la période d'incorporation va du 15 juillet, du 15 février au 1er juillet à la moitié des points. Parce qu'elle n'a pas cité la phrase qu'on veut voir. Le candidat qui met à la même réponse, quelle est la période d'incorporation des coûts, dit la période d'incorporation des coûts commence le jour où l'organe de direction ou l'entreprise décide d'acquérir le bien ou de le réaliser, selon le cas de figure où on en est, et se termine le jour où on en tire un avantage économique. La personne a la moitié des points parce qu'il n'y a pas la date. On veut avoir la phrase et la date. On est censé maintenant vous pénaliser entre date de mise en service et date où on en tire un avantage économique. Date de mise en service, c'est le jour où le bien peut être utilisé. Tire un avantage économique, c'est le jour où je l'utilise pour la première fois pour générer un avantage économique. C'est pas la même chose. Un bien peut être terminé et prêt à l'emploi le 1er juillet, mais si je ne l'utilise pas pendant quelques jours, admettons que je l'utilise que le 16 juillet, ou admettons qu'on soit fermé et que je l'utilise que le 1er septembre, l'avantage économique commence le 1er septembre, et ce qui va donner période de référence, qui va nous servir de base pour ce qu'on verra par la suite, les dates d'amortissement. Les amortissements. Ce que je vous dis est très important, parce que je prends un exemple parlant, on vous installe une photocopieuse au niveau d'un endroit précis où vous l'avez demandé, le 1er juillet, elle est prête à l'emploi. Si vous l'utilisez le 1er juillet, elle est amortissable. Si vous l'utilisez pas avant le 1er septembre, et vous demandez à quelqu'un de vous la déplacer, en disant non, cet endroit ne me plaît pas, je, je, je peux pas l'utiliser pleinement, je veux que vous déplacez cet endroit à ce bureau qui est au bout. On facture 1000 euros, alors que la photocopieuse était déjà utilisable au 1er juillet. On facture 1000 euros le 15 août, parce qu'on l'a déplacé le 15 août. Le 1er septembre, vous commencez à utiliser, ces 1000 euros sont venus avant que vous en tiriez un avantage économique. J'incorpore ces 1000 euros. La photocopieuse, toujours la même, est installée le 1er juillet. Vous l'utilisez du 1er juillet à fin juillet. Vous dites, mince, elle n'est pas bien placée, elle me gêne, elle n'est pas à l'endroit idéal. Vous demandez à quelqu'un de vous la déplacer.
il vous facture au mois d'août 1000 euros. Ces 1000 euros ne sont pas incorporables dans le coût de mon immobilisation car ces 1000 euros interviennent après que vous ayez tiré un avantage économique de votre bien. D'accord? Donc la notion de différence entre mise en service et avantage économique est importante. Cette notion, on ne mettait pas trop d'accent dessus. Depuis 2023, on pénalise les candidats qui ne font pas le distinguo des deux. On est censé pénaliser le candidat qui utilise mis en service au de tirer un avantage économique. Jusqu'à présent, jusqu'en 2025, on n'a pas pénalisé. On a une indulgence. Je ne sais pas combien de temps va durer cette indulgence. Donc, voilà, on est censé vous préparer au mieux sur Fishben. On est censé vous amener les mots les plus précis, les mots qui rapportent des points pour vous à l'examen. Donc, je vous dis, évitez de mettre mise en service. À un moment ou à un autre, peut-être en 2026, on vous pénalisera là-dessus. Donc, je reprends le cours de l'histoire. Alors, on en était là. Et donc, les 40 000 euros, c'est un coût futur, donc qui rentre dans mon IMO. Je vais provisionner 40 000 euros pour mise en état de mon immobilisation. Et c'est donc le montant total de provision de remise en état, 68,15 à 15,26. Donc ce compte provision va revenir sur le passif. Quand on sera sur le passif, je reviendrai sur toutes les provisions pour risque ou autres qu'on doit comptabiliser. Ce qu'attend le correcteur, c'est que le coût futur est inclus dans la valeur brute et pas en charge. Donc on veut bien, à l'examen, on veut absolument que vous comptabilisiez 300 000 euros. Cette omission ici des 40 000 euros de provision pour remise en état est moins pénalisante que de rentrer à l'actif 260 000 euros et ne pas avoir incorporé la remise en état. Donc voilà ce qu'on attend de l'examen pour vous sur cette partie-là. Alors, fin de la période, petit 2, fin de la période d'activation. Alors, je l'ai déjà mis en haut, je l'ai petit parce que j'aurais dû le mettre en haut. L'activation cesse le jour où l'entreprise peut tirer pour la première fois un avantage économique futur. Donc, c'est la définition que je vous ai dit tout à l'heure. L'activation des coûts cesse le jour où l'entreprise ne tire plus un avantage économique. Il est préférable d'utiliser le mot activation des coûts que les éléments qui composent le coût. Le mot activation, le mot activation ou incorporation, c'est ce qu'on veut voir. Et j'ai reprécisé, elle commence le jour où l'organe de direction décide d'acquérir ou de produire sa propre immobilisation. Je vous ai déjà donné un petit exemple avec des pièges. Alors, on achète une photocopieuse, je reprends évidemment le coût que j'ai mis tout à l'heure. Elle vaut 2000 euros, 20 000 euros, excusez-moi, frais de transport et installation 4000 euros. Elle est prête à fonctionner le 1er juillet. On fait un déplacement de photocopieur 2000 euros. On va incorporer dans mon coût de mon immobilisation 20 000 plus 4 000, 24 000 euros. Les 2 000 euros, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une charge car postérieure à la date de mise en service. Et j'aurais dû préciser l'entreprise mise en service de plus après que l'entreprise ait tiré un avantage économique. Monsieur, Oui. excusez-moi, mais là, le 1er juillet, on dit qu'elle est prête à fonctionner, mais on ne dit pas qu'elle a fonctionné, du Ah coup. ouais. Alors, on part du principe qu'elle a fonctionné. Ok. Je vais le préciser. Avantage économique. Sinon, on aurait dû vous dire qu'elle a jamais utilisé. Mais je vais quand même le dire, vous avez raison. Prête à fonctionner et Ok, merci. a été utilisée par l'entreprise. Alors, quand je dis ici utilisée par l'entreprise, j'ai pas dit qu'elle soit utilisée le 1er juillet. D'accord? Elle a été utilisée avant qu'il y ait un déplacement. Donc, je dis pas le 1er juillet, le 2 juillet, 3 juillet. On l'a utilisée et par la suite, on l'a déplacée. C'est plus dans cette notion de on a déjà tiré un avantage économique du bien. OK pour vous? Très bien, merci. OK, pas de souci. Alors, coût d'un emprunt. Il y a deux méthodes pour comptabiliser un emprunt. Alors, coût d'un emprunt, et je vais préciser où, les intérêts de découvert bancaire. Il y a deux possibilités de comptabilisation. Soit
on le laisse en compte 661, SARG, soit on l'incorpore au compte de mon actif de mobilisation, ce qui est une option. Attention, le compte 796, comme vous avez pu voir dans certains sujets anciens, n'existe plus. Donc, le PCG 2025 l'a supprimé. Donc, ne faites tomber pas sur cette erreur. Euh, En 2024, donc pas le sujet de l'an dernier, celui d'avant, on tolérait qu'un étudiant puisse se tromper sur les comptes entre le PCG 2025 et celui qui existait avant. Pourquoi on le tolérait? C'est très simple, parce que le DCG, on peut le passer en candidat libre. Tout le monde n'est pas inscrit dans une école physique. Certains sont en école en ligne, certains le passent en candidat libre et bah, on repasse l'UE pour des raisons diverses. On a passé une UE cette année, plan comptable 2024. L'année suivante, on repasse l'UE. On a, parce qu'on l'avait loupé. On n'a pas suivi les cours, parce qu'on n'a pas suivi les cours, parce on est passé à l'année suivante. Pour des raisons diverses, on n'a pas pu suivre de cours. Je n'ai pas eu des cours actualisés. Je n'ai pas eu le nouveau plan comptable. Je vais à l'examen. On estime que ça peut arriver qu'il ne soit pas à jour et on ne va pas pénaliser là-dessus. Donc, on avait, dans la version 2024, une possibilité d'accepter des comptes de l'ancien PCG. En 2025, on n'acceptait plus les comptes de l'ancien PCG. La seule chose qu'on avait acceptée, et comme je l'avais montré, non, je ne l'ai pas montré, c'était un corrigé que j'ai fait. On a accepté des comptes de l'ancien plan comptable en 2025, parce que le compte en 2025 est moins précis que l'ancien compte. Donc on pouvait mémoriser, partir du principe que le plan comptable 2025 n'est pas fini, et ce qui est le cas, parce que vous avez peut-être tous le même plan comptable en 2025. Il y a des comptes qui ont été créés par la suite. Même le plan comptable 2026, il n'est pas complet. Certains ne sont pas encore complets. Et donc, on n'est pas tous ces sous-comptes. Donc le compte 796 à ne plus utiliser, il n'y a plus de transfert de charge en immobilisation. Donc ici, il y a deux possibilités, avant d'aller dans mon exemple, il y a deux possibilités de comptabilisation. Comme il y a deux possibilités de comptabilisation, il faut que j'informe les tiers de mon choix. Donc ici, il est bien de mentionner, même s'il n'est pas demandé, il est bien de mentionner dans le sujet, sur votre copie, c'est mieux, que l'entreprise devra mentionner en annexe le choix pris, c'est-à-dire activer ou non les intérêts d'emprunt. Alors, l'avantage et l'inconvénient de l'un et de l'autre, j'active mon intérêt d'emprunt, j'augmente la valeur patrimoniale de mon immobilisation. Ça me permet de maximiser le résultat au départ. Et donc, ça me permet de distribuer plus de dividendes au départ. L'avantage de le laisser en charge, l'avantage de laisser en charge, c'est d'avoir plus de charges, qui dit moins de résultats, dit moins d'impôts. Donc, la première augmente la valeur patrimoniale et permet de distribuer plus de dividendes à mes associés. La deuxième a pour avantage, donc, de ne pas l'incorporer, de maximiser de minimiser mon résultat, de minimiser mon impôt au détriment des dividendes pour mes associés. Donc là, il n'y a pas de solution qui est meilleure que l'autre. Tout dépend de quel est le but recherché par l'entreprise. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que s'il y a eu, et ça c'est à préciser, sauf si c'est la première utilisation, si ce n'est pas la première qui est acquise, c'est à vous de dire, si c'est la première qui est acquise, c'est vous qui faites un choix. Si ce n'est pas la première, vous avez le principe de permanence de méthode. Je dois maintenir le choix qui avait été fait la première fois. Je continue mon déroulé. Alors, on acquiert un bien le 1er avril N. Il est mis en service le 1er octobre N. On a un emprunt au taux de 6%. Et je mets contracté le 1er avril. Donc ici, la période d'activation des coûts va du 1er avril au 1er octobre, 6 mois. Les intérêts d'emprunt que je peux incorporer, c'est 12 000 fois 6%, pardon, 120 000 fois 6%,
fois 6 douzièmes, soit 3 600 € d'intérêt. Maintenant, 3600. Je vais aller un peu plus loin. Mon intérêt d'emprunt, je l'ai, je l'ai, mon intérêt d'emprunt, je l'ai contracté au 1er février. Comme les intérêts ne sont activables qu'à partir du 1er avril, je ne vais activer que à partir du 1er avril, même si l'emprunt a été pris avant. Ici, on met en dessous, même si l'emprunt, on met autrement, dans le cas où l'emprunt a été souscrit avant le 1er avril, on ne peut pas activer les intérêts d'emprunt avant. Je ne vais pas faire l'injure de dire si j'active l'intérêt d'emprunt, si je signe un emprunt le 1er mai, je n'active que de mai à octobre, que un mois de moins. Maintenant, si le montant de l'emprunt est supérieur à mon acquisition, à mon immobilisation acquise ou réalisée, la base pour moins intérêts est la valeur de mon immobilisation. OK. J'emprunte 2 millions d'euros. Au 1er avril, mon bien est utilisable au 1er octobre. Mon immobilisation m'a coûté 1,2 million. Je ne vais pas incorporer les intérêts d'emprunt sur 2 millions, mais que sur 1,2 million. Les autres 800 000 ont servi de financer autre chose que mon immobilisation. Je ne peux pas les activer. Les 800 000 euros supplémentaires qui génèrent des intérêts ne sont pas pour financer mon emprunt, ne sont pas pour financer mon immobilisation. Donc, je ne peux pas les activer. Autre cas de figure, j'ai acquis une immobilisation qui vaut 2 millions. J'ai contracté un emprunt qui vaut 800 000. Je ne peux activer des intérêts d'emprunt que sur 800 000. En deux mots, entre la valeur de mon emprunt et la valeur de mobilisation, excusez-moi, on prendra toujours la valeur la plus faible. Quand mon emprunt est supérieur à la valeur de mon IMO, je prends la valeur de mon IMO, parce que on ne peut pas aller au-delà de la valeur de mon IMO. Si mon IMO coûte plus cher que mon emprunt, j'ai pris moins d'emprunt, je ne peux pas activer plus d'intérêts d'emprunt que ce que je vais payer, donc je m'arrête à la valeur de mon emprunt. À mémoriser, je prends toujours comme base la valeur la plus faible entre mon emprunt et la valeur de mon IMO. Je prends un exemple que je n'ai que j'ai supprimé. Non, il est là. Donc on avait 3 600 € d'intérêt d'emprunt. Si mon emprunt vaut 120 000 euros, comme était marqué tout au-dessus, ça va faire 120 000. Les intérêts, j'ai une petite erreur de ma part, et 661 charges d'intérêt pour le montant de mes intérêts, pour 1 200 €. Et ici,
144 000. Ça, j'ai décidé d'activer mes intérêts d'emprunt. Alors, c'est pas ça, ouais, c'est 3600 en plus. 3600. J'ai décidé d'activer mes intérêts d'emprunt, voilà ce que ça donne. Alors, ici, je vais préciser ici quelque chose. La TVA se calcule sur la base sans les intérêts, puisque les intérêts ne me sont pas facturés par une tierce personne auquel je supporte la TVA. Donc c'est 120 000 fois 20%. Dette fournisseur, c'est les 120 000, plus la TVA sur les 120 000, les 24 000 euros. Monsieur, est-ce que à la fin, vous pourrez revenir sur le fait que la période est de 6 mois? Je comprends pas le coût des 6 mois. Ici, vous avez acheté une IMO, vous avez décidé d'acquérir une IMO le 1er avril. Il est mis en service, il est utilisable, vous en tirez un avantage économique à partir du 1er octobre. Du 1er avril au 1er octobre, il y a 6 mois. C'est donc la période d'activation des coûts comme on a marqué tout en haut. Donc moi, je peux activer les intérêts d'emprunt du 1er avril au 1er octobre. Ça vous va ou pas? Et pas après. Non? Après, vous en commencez à tirer un avantage économique, on ne peut plus rien activer. Dès que vous tirez un avantage économique de votre bien, vous ne pouvez plus activer d'intérêt d'emprunt. J'ai pas dit que la banque prêteuse ne va pas vous faire payer les intérêts. Je dis que je ne peux plus entrer, moi, d'intérêt dans le coût de mon IMO. C'est différent que la banque ne vous coûte pas d'intérêt. Vous allez continuer à payer les intérêts d'emprunt à la banque. Et moi, il m'est strictement interdit de les intégrer. D'accord, c'est plus clair, merci. D'accord? Oui. Pas de souci. Alors, je reprends mon exemple. Il s'arrête là. Et donc, Monsieur, je vais mettre ici, si l'entreprise ne souhaite pas intégrer. Il y a quelqu'un qui parle? monsieur, oui, je vais poser une question. Je vous écoute. Je suppose que nous avions acquis une immobilisation et avant d'acquérir l'immobilisation, on a fait un emprunt, par exemple. Dans ces conditions, si je comprends bien, pour calculer le coût de l'IMO, est-ce qu'on va intégrer le coût de l'emprunt? Quand vous allez calculer votre IMO, Oui, il y a deux solutions qui s'offrent à nous sur les intérêts d'emprunt. On peut les activer, donc les intégrer, on peut ne pas le faire. Ça, c'est un choix de l'entreprise. Quel que ok, soit mon choix, il faut que j'indique en annexe ce que j'ai décidé de faire, intégrer ou pas. Si je l'intègre, les intérêts que je peux intégrer, la base du calcul de mes intérêts sont la base la plus faible entre la valeur de mon bien et le montant de mon emprunt. On va faire autre chose. Je vais ouvrir un fichier Excel et je vais faire un exemple dessus. d'accord, Je vais merci. arrêter ce partage. Je vais partager Excel avec vous ici. Vous voyez ma feuille totalement ou pas? Oula. Oui. Ouais, Ok. Bon, moi, elle est passée. Ok. Ok, maintenant je l'ai intégralement de mon côté. Alors, on va y aller. L'organe de direction de exemple 1. Ici, on va appeler intérêt d'emprunt. Exemple 1. L'organe de direction de la société Alpha décide le 1er mars
N, d'acquérir un matériel industriel. Elle décide le 1er avril N de contracter un emprunt pour financer son immobilisation. Montant de l'emprunt, 400 000 euros, le taux 6%. Alors, matériel, il vaut 350 000. Transport, le 0 en trop ici. Transport, 40 000 euros. Mise en service, 20 000 euros. Et le bien, l'entreprise, on va dire autrement, l'entreprise peut tirer un avantage économique et tire un avantage économique économique le 1er octobre N. Le 12 octobre N, elle déplace le matériel, coût 4 000 euros. Alors, le but est de trouver combien coûte mon IMO. Donc déjà, pour commencer, si la première question, c'est dire quelle est la période d'activation. J'ai la période d'activation ici. Ça a compté du 1er avril. C'est le Là, 1er tout dépend. On mars. commence le jour où l'organe de direction décide, donc ici c'est acquérir, décide d'acquérir l'immobilisation, d'acquérir le matériel, soit le 1er avril, comme vous avez dit, pour se terminer Monsieur, c'est le 1er mars. Le 1er 1er mars. octobre. 1er mars, 1er mars, pour se terminer le jour où l'entreprise Donc en tire un avantage économique le 1er octobre. économique, soit ici le 1er octobre. Et donc, moi, je ne peux activer des montants, des charges, que les montants qui sont compris, que les charges comprises dans cette période-là. Alors, alors, le matériel, on y va. Coût de l'IMO. Combien me coûte mon IMO? 350 000 plus 40 000. Alors, j'ai mon matériel. On va copier-coller ça. On va pas avoir de doute. J'ai mon transport et tout ceci. Ça, il n'y a aucun doute. Ça, j'ai plus de doute dessus. Faut que je mette oui.
Les 4 000 euros, il faudra les enregistrer en charge car Tout à ils fait. surviennent après mise en service. Tout à fait. Alors maintenant, reste à savoir les intérêts. Les intérêts, on va faire Ça dépend, 350. ça dépend si je prends l'option ou non d'activer les intérêts. Donc ici, l'entreprise détient les avantages économiques. Elle décide d'incorporer les intérêts d'emprunt. Alors moi, je vais faire ici un petit saut total. Total égale la somme de ce qui est au-dessus. Pourquoi je fais un petit total de ce qui est là? Parce que la TVA ne va va déjà calculer que sur cette base-là. Moi, ma TVA sera calculée sur 410 000, non pas sur 350, non pas sur 40, non pas sur 20, sur l'ensemble de ce que j'active. Sauf si on vous dit dans le sujet que les montants ne sont pas soumis à TVA. Comme on a eu une année, on disait que certaines opérations n'étaient pas soumises à TVA pour simplifier les calculs. Donc moi, j'ai 410 000 euros. Je vais activer mes emprunts. Intérêt d'emprunt. Alors, maintenant, je réfléchis un peu plus. Je regarde quelle est la base la plus faible entre la valeur de mon immobilisation et la valeur, donc valeur de ce que j'active pour mon immobilisation et la valeur de mon emprunt. Mon emprunt, 400 000. Mon immobilisation, 410 000. Comme 400 000 est inférieur à 410 000, Excusez-moi, monsieur. Donc, on oui, prend le coût du matériel une fois toutes les charges incorporables euh, mis on en prend, tout à fait, combien coûte votre immobilisation hors intérêt, la valeur de votre immobilisation, le montant qui a été activé pour votre immobilisation, l'ensemble qu'on a droit d'activer. D'accord? Pas la valeur de base. Parce que quand on va voir après qu'on va créer sa propre IMO, on va prendre toutes les dépenses du jour où je décide de jusqu'au moment où c'est utilisable. C'est tout ce qu'on utilise et tout ce qui va aller dans le compte de l'immobilisation, dans un compte 21 pour nous, car c'est une IMO corporelle. Donc, comme 400 000 est inférieur à 410 000, on prendra comme base 400 000. L'emprunt a été, l'emprunt a été souscrit en avril. Excusez-moi, monsieur. Oui, Euh, Comme base, donc, il faut toujours comparer le coût de l'emprunt par rapport au coût de l'IMO. il faut comparer le coût de l'IMO au Oui, montant souscrit. Je peux, je- Vous avez fait une maladresse dans les mots que vous avez utilisés. ouais, On ne peut ouais, pas dire le exactement. coût de l'emprunt. Ouais, Le coût de l'emprunt, c'est les intérêts que je paye. ouais, exactement. Parce que l'emprunt, je vais le rembourser, c'est pas un coût pour moi. Ouais, Le seul coût dans un emprunt, c'est les intérêts et voir les frais. Pareil, quand je dis que j'incorpore les intérêts d'emprunt, si pour avoir mon emprunt et j'intègre mes intérêts d'emprunt, si j'ai des frais de la banque, les frais bancaires s'incorporent aussi. Je n'ai jamais vu ça à un examen, mais ça va de soi. D'accord? Parce que pour avoir ces intérêts d'emprunt et avoir cet emprunt, j'ai eu des frais. Ces frais sont nécessaires pour avoir l'emprunt, qui sont nécessaires pour financer mon bien. Si j'active les intérêts d'emprunt, j'active aussi les frais nécessaires à l'obtention d'un prêt. Alors ici, j'ai eu, il faut comparer les deux et prendre toujours la valeur la plus faible. Ici, j'ai eu un emprunt de 400 000 euros. Cet emprunt de 400 000 euros a été souscrit le 1er avril. Su- Après le début de la période d'incorporation. Ici, on va donc calculer les intérêts.
du 1er avril au, au jour où l'entreprise tire un avantage économique. Elle en tire un avantage économique au 1er octobre, au 1er octobre. Soit avril, mai, juin, juillet, août, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 6 mois. Donc les intérêts d'emprunt, ça va être 400 000, qui est le montant de mon emprunt, et la valeur la plus faible des deux bases, fois 6%, qui fait mon intérêt annuel, fois 6 douzièmes. 400 000 fois 6%, ça fait 24 000 euros. 24 000 euros fois 6 douzièmes, ça fait 12 000 euros. Donc moi, intérêt d'emprunt, 12 000 euros. Coût de mon IMO, ça va être 410 000 plus 12 000, 422 000. Mon IMO va rentrer à l'actif pour 422 000 euros. S'il rentre à l'actif pour 422 000 euros, sauf s'il y a une valeur résiduelle, mon bien est amortissable sur 422 000 euros. Et à partir du 1er avril, du 1er octobre, le jour où j'en tire un avantage économique. L'écriture qui va avec, je vais considérer que le matériel, transport et mis en service, toutes les factures sont le même jour. S'il y a plusieurs factures, je comptabilise chaque facture avec un compte 21,54 au départ. Donc 21,54 pour le montant total de mon IMO. 422 000. Ma TVA, 44 562. La TVA est calculée sur la base hors intérêt, soit 410 000 fois 20%, qui fait 82 000 euros de TVA. Si ma TVA, 82 000 euros. J'annule mes intérêts pour ne pas l'avoir deux fois. Donc j'annule mes intérêts que j'avais comptés en charge pour les intégrer dans mon compte NIMO pour 12 000 euros. Dette fournisseur, le hors-taxe de l'acquisition plus la TVA, qui est égale donc à 410 000 plus 82 000, qui fait 492 000. Donc ici, 404 fournisseurs d'IMO. Si c'est payé cash à 112, 404 fournisseurs d'IMO pour 492 000 euros. 492 000 euros. 1, 2, 3. Enfin, séparateur du millier ici également. Si j'ai bon, c'est équilibré. Il manque un zéro, vous avez raison. Si j'ai bon, tout est équilibré. Merci. Si je fais la somme, égale somme, j'ai 504 000 au total du débit. J'ai 504 000 au total de mon crédit. Mon écriture est bonne. Ça, ici, j'ai mis en avant la période d'incorporation des coûts. Évidemment, comme c'est une vidéo, c'est enregistré, je vous envoie le fichier tout de suite. Je me dois de respecter quelque chose, vous enverrai le fichier à la fin. Je me dois de faire, j'ai une obligation légale ici, laquelle? Qu'est-ce que je dois faire automatiquement en N? Mettre un annexe. Indiquer en annexe la méthode choisie pour comptabiliser cette opération. D'accord? Je reviens sur du cours. On continue s'il y a besoin dans d'autres. Comment?
Ok, je repartage ma feuille de cours. Excusez-moi. On en est là. Donc, je reviens. Si l'entreprise ne souhaite pas intégrer les intérêts d'emprunt, alors l'écriture est, dans ce cas-là, c'est basique. Il n'y a pas à l'intérêt. Donc, je vais prendre ce schéma d'écriture et je vais copier ici et l'ajuster en 2 secondes. Coller. Alors, j'intègre pas les intérêts d'emprunt, donc ça devient 120 000. La valeur d'origine de mon bien, hors intérêt. La TVA, c'est toujours la même parce que la TVA est calculée sur le montant hors intérêt d'emprunt. Et j'ai 404 IMO. Pour 144 000, la dette IMO ne change pas. Le compte de TVA et le montant de la TVA ne changent pas. La seule chose, c'est que j'augmente la valeur du bien rentrant l'actif du montant des intérêts, que je compense par l'annulation de la charge correspondante. Il n'y a pas une écriture qui est meilleure que l'autre. Les deux sont parfaites. Tout dépend de le choix de l'entreprise d'intégrer ou non les intérêts d'emprunt. Pareil, pour la formation du personnel nécessaire à l'utilisation du bien, on peut maintenant intégrer des intérêts d'emprunt, parce on peut intégrer les coûts de la formation parce qu'on part du principe que sans cette formation, l'entreprise, les salariés et l'entreprise par ricochet ne peut pas tirer un avantage économique total de l'IMO. Donc on peut maintenant activer les intérêts on peut maintenant activer le coût de la formation. Et donc, pareil, c'est le choix de l'entreprise. Si c'est la première fois qu'elle active, si c'est pas la première fois qu'elle a une IMO ou elle a une formation, elle est obligée de continuer comme avant. Principe de permanence de méthode. D'accord? Et donc, elle est obligée de le marquer en annexe. Elle peut, on verra ça plus tard, lorsqu'on sera sur les changements de méthode comptable, elle peut changer de méthode comptable. Avant, elle ne les intégrait pas parce que c'était interdit, le coût de formation. Elle décide de l'intégrer, elle change de méthode comptable, on peut le faire, on verra dans quel cas on peut le faire en DCG. Ça fait partie du UED, changement de méthode comptable, et des obligations que j'ai avec. Donc pour l'instant, on n'est pas sur cette notion. Si on a ça, on continue le principe de permanence de méthode, tant qu'on n'a pas arrivé à ce cas, mais je suis obligé de le citer. Maintenant, cas de l'immobilisation produite par l'entreprise, donc elle produit pour soi-même sa propre immobilisation, ça tombe, c'est dû tomber 3 ou 4 fois en DCG depuis 2018, donc on est en 2026 pour vous maintenant, donc de 2008 à 2026, on en a pour 18 sujets déjà tombés 4 fois, donc à hauteur de 4 sur 18, ça a un peu moins de 25%, ça doit être 20% à peu près. Alors, principe. La valeur égale le coût de production. On met tous les coûts directs et les charges indirectes de production rationnellement imputés. Donc, on va tenir compte ici d'un coefficient d'activité. Donc ici, C'est activité réelle divisée par activité tout à de... fait, tout à fait. On doit tenir compte. Je reviens après, mais je reprécise ici. On doit tenir compte d'un coefficient d'activité pour les charges fixes. Et ce coefficient est égal à activité réelle, ce qui a été réellement fait, divisé par activité normale. Pareil, on peut vous donner ce coefficient. Alors, je reviendrai dessus sur le coefficient d'activité, l'incidence sur le résultat. Alors, une sous-activité, quand vous êtes en sous-activité, c'est lorsque vous avez un coefficient inférieur à 1, c'est-à-dire que vous produisez moins que la normale. Donc, ça veut dire que vous utilisez, admettons une immobilisation, ça donne lieu à un amortissement, que vous utilisez moins l'amortissement que la normale.
Donc on sera en sous-activité. Quand on est en sous-activité, on a un coefficient qui est inférieur à 1. Par exemple, vous faites 800 divisé par 1000, ça fait 0,8. Donc on a un coefficient inférieur à 1. Donc vous allez multiplier par les charges fixes. 10 000, 10 000 fois 0,8, ça fait 8 000. C'est-à-dire qu'on incorpore moins de charges fixes dans mon IMO que la valeur de la charge fixe. C'est-à-dire qu'on annule moins de charges fixes que la valeur initiale. C'est-à-dire que l'incident d'une sous-activité, c'est minimisation du résultat. On aura un résultat plus faible parce qu'on laisse des charges. On ne peut pas annuler toutes les charges. Au contraire, lorsque je suis en suractivité, j'utilise plus une IMO par exemple qu'autre chose. Par exemple, 1100 divisé par 1000, ça fait 1,1. C'est-à-dire que je suis en suractivité. Je reprends le même exemple que tout à l'heure. J'ai 10 000 euros de charge fixe. 10 000 fois 1,1, ça fait 11 000. Je vais annuler la charge fixe pour 11 000 euros. C'est-à-dire que j'aurai moins de charge fixe, j'aurai pas du tout de charge fixe, j'aurai même un produit. Donc, lorsqu'on est en suractivité, l'incidence sur le résultat, c'est augmentation du résultat. Donc ça, c'est j'ai tombé l'examen. Quelle est l'incidence de? C'est tombé en DCG en UE 10, comme c'est déjà tombé en DCG en UE 11. Une fois en UE 10, un peu plus souvent en UE 11. Je reprends un exemple. Exemple sur deux exercices. Premier exercice, je dépense 60 000 euros. Deuxième exercice, je dépense 120 000 euros. Je suis sur quelque chose de simple. Pour l'instant, il n'y a pas de sous-activité. On verra les activités un peu plus tard. Donc 231 immobilisations en cours à 722 production immobilisée. Le 2 veut dire corporel. Pour être un peu plus précis, l'examen 72 est autorisé. Donc ici, j'ai activé 60, non, j'ai incorporé 60 000 euros à mes IMO. Vous avez vu, j'ai utilisé un compte 72. Et ce qu'on veut voir, ce compte 72 a pour signification la neutralisation des charges pour qu'elles n'apparaissent pas dans le résultat. Je neutralise la charge qui sera par la suite amortie et qui retombera en charge au fur et à mesure et proportionnellement à mes amortissements. L'année suivante, mon immobilisation est utilisable, pardon. Donc 21,54 matériaux industriels pour le montant total de ce que vaut mon immobilisation, 180 000. J'annule mon compte 231, immobilisation corporelle en cours pour 60 000 euros. Et 72,2 production immobilisée pour le montant de la dépense de cette année, 120 000 euros. Total, 180 000 euros. En principe, évaluation à la valeur vénale, exception au coût historique. Je vais passer un exemple ici. Je vais arrêter ce partage. Est-ce que vous voyez quel tableau? Vous voyez Excel? Oui, Oui. OK. On va aller ici, production immobilisée. OK. La société Alpha décide le 1er mars N de créer sa propre immobilisation. Immobilisation. Terminée le 31 octobre N+2. On vous communique les éléments suivants. N, N+1, N+2. Alors, on a ici des matières premières. On a ici des salaires.
On a ici les salaires des ouvriers. On a ici les charges fixes de production. On a en dessous les charges fixes des administratifs. On a en dessous l'activité de l'année. On a ici. Ok. Ça me suffit pour l'instant pour commencer. Petit carré, hop. Donc ici, on va mettre 20 000 euros. Ici, je vais mettre 80 000 euros. Ici, je mets 40 000 euros. Ici, je mets 50 000 euros. Ici, je mets 30 000. Ici, je mets 40 000. Ici, je mets 90 000. Ici, je mets 120 000. Je fais le séparateur de milliers pour que ce soit plus lisible. OK. Coefficient d'activité. Activité, on va mettre 900, 1200 et 950. Activité normale, elle est de 1000. On va terminer par l'entreprise contracte un emprunt le 1er juillet N d'un montant de 200 000 euros, 250 000 euros, au taux de 6%. Et l'entreprise souhaite incorporer les coûts des emprunts, les coûts des intérêts d'emprunt. Alors, on ne prend, déjà pour commencer, que tout ce qui est lié à la production de mon immobilisation. C'est-à-dire que les salaires des administratifs sont toujours exclus. Les administratifs ne produisent pas l'immobilisation. Ils sont dans un bureau, mais ce sont ce qu'on appelle, notamment en contrôle de gestion, des improductifs. Ils ne produisent pas de vraie valeur. Toujours exclus de la valeur de mon IMO. Alors, on va reprendre chaque élément. Donc, je ne vais pas prendre la dernière ligne, je m'arrête là. Je m'arrête là. Je vais prendre même les deux premières. Copier, coller. OK. On va prendre les charges fixes de production. Avant, je vais calculer ici le coefficient d'activité. Insertion, coefficient d'activité. Comme l'a dit tout à l'heure votre camarade, c'est marqué sur une feuille, c'est l'activité réelle de l'année ou de la période divisée par l'activité normale. Donc moi ici, je vais faire, pour la première année, 900 divisé par 1000. 0,9. C'est-à-dire que je suis en sous-activité. L'année suivante, 1200 divisé par 1000. 1,2.
Pour finir, l'année suivante, 950 divisé par 1000, 0,95. Voilà mes coefficients d'activité. Ceci me sert de base pour prendre mes charges fixes de production. Charges fixes de prod avec coef d'activité. Je vais donc faire le montant de ma charge fixe, 40 000, que je multiplie par mon coefficient d'activité, 0,9. Donc, au lieu de prendre 40 000 euros de charge fixe, je ne prends que 36 000. Je fais pareil l'année prochaine. Je fais 40 000 fois 1,2. Je prends 48 000. J'en prends plus que ce que j'ai comme charge. Donc, ça va générer plus de produits que de charges, donc un bénéfice. 40 000 fois 0,95, 38 000. Maintenant, je calcule combien me coûte mon IMO. Hors intérêt. Coût activable de l'année. Donc, monsieur, excusez-moi, vous avez calculé le coefficient de déduction et vous avez fait vos charges fixes fois ce coefficient pour chaque Oui, année. oui. Ok, très Alors, bien. j'ai pas calculé c'est pas un coefficient de déduction. C'est un coefficient d'activité. Oui, C'est-à-dire, il calcule quelle est, par rapport à une activité normale, de 1000, 1000 quoi? 1000 produits, 1000 heures, 1000. Combien j'ai fait? On vous dit, la première année, j'ai fait 900. 900 par rapport à 1000, je suis en sous-activité. Je produis moins. Quand je fais 900 divisé par 1000, ça fait 0,9. En réalité, 0,9 veut dire 90%. C'est-à-dire que je travaille à 90% de ce que j'aurais dû faire. Voilà ce que ça veut dire. Comme je travaille qu'à 90% de ce que j'aurais dû faire, la- je ne peux intégrer à mon coût que 90% de mes charges, pas plus. très bien, merci. OK? Pas de souci. Alors, je vais calculer quel est mon coût hors intérêt. Donc, c'est la somme de tout ce que j'active. Donc, la première année, j'ai 136 000, 168, 198 000. Intérêt. Je saute une ligne exprès. Intérêt que je vais activer. Quel intérêt je vais faire la première année? Je vais mettre ici intérêt année 1. Alors, je compare le montant de mes dépenses au montant de mon emprunt. Moi, mon emprunt, j'ai emprunté 250 000 euros. J'ai dépensé que 36 000 euros. C'est-à-dire que le reste n'a pas financé mon immobilisation. Donc, moi, je prends toujours la base la plus faible. Je vais prendre 136 000 euros que je vais multiplier par le montant de mon taux d'intérêt, 6%, que je multiplie par la période où je peux incorporer. Moi, la décision a été prise le 1er mars. J'ai emprunté le 1er juillet. Je ne peux activer mes intérêts d'emprunt qu'à compter du 1er juillet. Je ne peux pas les activer avant. Du 1er juillet au 31 décembre, il y a 6 mois. Donc la première année, je vais intégrer comme intérêt d'emprunt la formule suivante, 136 000 fois 6% fois 6 douzièmes d'année. 4 080 euros. Donc moi, en N,
L'écriture est la suivante. 23, 231, 722 et 661. 31, 12, N. 661 pour quel montant? 4080 € d'intérêt. 722, le montant de mes coûts activables, 136 000. Combien vaut mon immobilisation en cours au 31 décembre N? Il vaut 140 080 €. Le montant de mon IMO, de mes dépenses activables et le montant de mes intérêts. Est-ce que ça vous convient? Oui. OK. N plus 1. Alors, total des dépenses activables en N plus 1. Total, j'ai pas dit total de N, total cumulé. J'ai 136 000 la première année, plus 168 000 la deuxième année. 136 plus 168, ça fait un total de 304 000. J'ai dépensé 304 000 au total sur mon IMO. Ceci est supérieur à 250 000 € de mon emprunt. Intérêt d'emprunt. Excusez-moi, monsieur. Comment? Excusez-moi. Le coût activable de l'année hors intérêt, ça a été calculé ou bien ça a été donné? Il est là. Vous voyez ma feuille Excel? Oui. Je Je l'ai demande si c'est calculé. une donnée ou bien vous avez calculé ça. J'ai repris. Ici, il y a un énoncé et j'ai additionné les sommes activables en dessous. OK. Ça, c'est l'énoncé. Ce que je Oui. vais mettre en rouge, si vous voulez. Et Oui. après, le reste, j'ai calculé Voilà, c'est bon. en suivant le cours. Oui, c'est bon. C'est bon ou pas? C'est bon. OK, pas Merci. de souci. Et donc, l'intérêt de mon emprunt, je vous rappelle, je prends la base la plus petite entre le montant de mon emprunt et le montant activable. Donc, moi, je vais calculer sur 250 000. Et là, j'utilise toute l'année. Ça va être 250 000 fois 6%. Donc ici, mon intérêt d'emprunt, c'est 250 000 fois 6%. 15 000 €. Oui, Rania, parce que votre immobilisation n'est pas terminée. Vous êtes obligé d'utiliser pardon, un compte IMO en cours. Je veux dire même mieux, Rania. Admettons, ça fait partie de ce qu'on voit plus précisément en UE9 qu'en UE10. Admettons que vous achetez une camionnette. Cette camionnette doit ou peut vous servir pour transporter du matériel sur des chantiers ou des matériaux, tout ce que vous voulez. Vous l'avez acheté le 1er octobre. Vous avez fait des travaux d'aménagement entre octobre et novembre. Normalement, votre camionnette n'est pas une immobilisation. Elle est en cours tant qu'on n'en tire pas un avantage économique. Fin novembre, vous avez terminé les travaux d'aménagement. Votre camionnette est prête à être utilisée. Les dépenses faites entre octobre et novembre pour aménager la camionnette, c'est un compte 722, parce que c'est une immobilisation produite par soi-même. Et tout ceci va composer l'immobilisation. Ça, c'est ce qu'on voit en introduction à la comptabilité. En comptabilité approfondie, on admet qu'on peut autoriser que la camionnette est une IMO quand vous l'avez achetée, que vous avez fait des travaux en cours par la suite, et une fois que les travaux en cours sont terminés, ça devient une vraie IMO.
mais c'est un raccourci qu'on prend en comptabilité approfondie. En comptabilité approfondie, par moment, on fait certaines négligences qu'on ne fait pas en intro à la compta, parce qu'on estime que tout ceci, on sait le faire, et que globalement, c'est la même année, et que ça n'influence pas. Par contre, c'est sur 2 années, l'histoire de ma camionnette. Ma camionnette, au départ, est une immobilisation en cours, car au cours de la première année, j'en tire pas un avantage économique, car je ne l'ai pas utilisé tant que les travaux ne sont pas finis. Donc, l'utilisation du compte euh, immobilisation en cours est obligatoire. Et on verra également, quand on sera sur Merci. les immobilisations incorporelles, ça reste le même principe. Donc moi, au 31-12 N+1, je fais quoi? J'ai un compte, il n'y a pas de souci, j'ai un compte 231. Pour le montant de tout ce qui est activable, on verra après. J'ai un compte 722 pour les dépenses activables que j'ai fait, c'est-à-dire mes fameux 168 000 euros. Et je vais intégrer mes intérêts d'emprunt, qui est le choix de l'entreprise. Je le marque en annexe pour 15 000 euros. Maintenant, on est sur N+2. N+2, je ne vais pas vous faire l'injure, on a dépassé le pourcentage de mon emprunt parce que déjà, j'avais déjà dépassé avant. Moi, mon IMO est terminé le 31 octobre N+2. Mes intérêts d'emprunt vont s'arrêter le jour où j'en tire un avantage économique, c'est-à-dire fin octobre. C'est-à-dire que je vais intégrer mes emprunts pendant 10 mois. Intérêt d'emprunt de N+2, ça fait donc mes fameux 250 000, parce que je suis toujours à 250 000, quelles que soient mes dépenses, je n'irai pas plus haut, fois 6%, fois, cette fois-ci, 10 douzièmes, parce que je n'active que pendant 10 mois sur 12, parce qu'après, j'en tire un avantage économique, donc je cesse d'activer des dépenses. Ce qui fait, ça doit faire 12 500, je crois. Ça fait 12 500, comme je le pensais. Donc maintenant, on va passer mon écriture comptable le jour où j'en tire un avantage économique, c'est-à-dire au 31 octobre de l'année, plus 2. Maintenant, mon immobilisation est terminée. 21,54. Je dois annuler le montant. Ah, j'ai oublié de faire un truc ici. J'ai oublié d'additionner les deux, pardon. Il fallait quand même additionner et avoir une écriture équilibrée. Je vais annuler le montant total du compte 231 parce que mon immobilisation n'est pas en cours, elle est terminée. Donc ici, je vais prendre les 183 000 et les 140 080. J'annule mes travaux, mon immobilisation en cours. Je tiens compte de ma dépense activable de l'année, la partie d'immobilisation que j'ai produite, 198 000. Et je vais rajouter mes intérêts d'emprunt de l'année au prorata temporis de mes 10 mois de l'année, qui fait 12 500. Mon IMO vaut l'ensemble de ce qui a été activé, 323 000 plus 198 000 plus 12 500. Mon IMO rentre à l'actif pour 533 580 euros. OK pour vous? Monsieur, pour Oui, le compte 231, vous mettez 323 080, s'il vous plaît. c'est la somme de tout ce que j'avais débité avant. C'est donc mes 140 000, D'accord, ok. et pas de souci, égale mes 140 080 plus mes 183 000 de l'année suivante. OK? Oui, merci. Bon pour tout le monde? Oui, OK. J'arrête ce partage et je reviens sur mon cours que je repartage ici. Alors, ne jamais... OK.
n'est jamais arrivé à l'examen le fait d'avoir, ici, il manque un mot, principe, il manque quelque chose. Immobilisation obtenue, immobilisation obtenue à titre gratuit. C'est-à-dire que on vous donne une IMO, elle arrive chez vous, mais vous ne la payez pas. Donc, si vous ne la payez pas, bah, on est censé ne pas avoir de valeur, mais on en tire un avantage économique quand même. Donc, on en tire un avantage économique, donc elle est censée avoir une valeur. Et donc, et même qui puisait, pour faire apparaître, comment dirais-je, pour avoir une image la plus fidèle de l'entreprise, il faut tenir compte d'une valeur de ce bien. Donc, on estime et on doit entrer les biens obtenus à titre gratuit auxquels on en tire un avantage économique, on doit les évaluer à la valeur vénale, c'est ce qui déroge du coût historique. Je rappelle qu'un coût historique, c'est la valeur d'origine du bien. Donc ici, on ne le rentre pas pour sa valeur d'origine. Par exemple, vous achetez une voiture qui vaut 200 000 euros, on vous la donne gratuitement 6 ans après, et que on estime que la cote Argus est 20 000, on va le rentrer à Monimo à 20 000, alors que il aurait dû être rentré, si je l'avais eu depuis le début, à 200 000. Exemple, on a une valeur vénale d'un matériel qui nous est offert gracieusement pour 30 000 euros. On va comptabiliser 21,54 pour 30 000 euros et le compte 778, autre immobilisation exceptionnelle pour, autre produit exceptionnel, pardon, pour 30 000. Ça fait partie des exceptions à la règle d'utiliser d'un compte exceptionnel. Il n'y en a plus beaucoup. Il y a notamment celui-ci et notamment la comptabilisation de charges ou de produits émanant des années antérieures. Allez, grâce, je vous écoute. Monsieur, ça vaut aussi pour le troc, cette écriture? Pour Le troc, c'est-à-dire quoi le troc? On l'échange, échange de biens? s'il vous plaît. Quand Bah, animaux alors, échangés. le troc, c'est un peu particulier parce que normalement, en comptabilité, on n'a pas le droit de faire de compensation. Là, c'est une forme de compensation d'aide créance. C'est complètement interdit en comptabilité. Donc, ça doit être deux écritures à part. C'est-à-dire que, déjà, vous devez sortir l'actif de votre bien. Donc, on estime que vous le sortez, que vous avez une valeur de perte, parce que vous ne le vendez pas. Donc, il faudrait théoriquement le faire sortir, et on verra quand on sort une IMO, et le sortir à zéro. Donc, vous constatez une perte, qui est la valeur nette comptable. Et après, vous devez faire rentrer, et la valeur d'entrée va être la même valeur que la valeur de sortie. Et là, vous allez considérer un produit exceptionnel qui est la valeur vénale. Et donc, il peut avoir une différence. Donc, c'est à vous à faire en sorte d'équilibrer les comptes. Mais normalement, il doit y avoir une différence. Parce que c'est pas sûr et certain. Mais bon, si c'est pas une valeur très importante, on estimera que cette valeur vénale peut correspondre à la valeur du troc. Mais si c'est une valeur qui est relativement importante, il va falloir justifier pourquoi elle vaut tant. Donc un compte 657 au débit, un compte 28 au crédit et le compte de l'IMO au crédit. Quand vous le sortez et quand vous donc le bien que vous sortez pour être troqué et le bien que vous entrez par le troc, c'est l'écriture que je viens de vous faire là. Parfait. Merci OK? beaucoup. C'est le principe de non-compensation. On n'a pas le droit de compenser. Très bien, merci beaucoup. De rien. Alors, un point important pour nous en comptabilité, et je parle bien d'entreprises autres que les PME qui dérogent à ce principe, on doit nous décomposer une immobilisation. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un composant de première catégorie. Principe, composant est significatif, remplaçable, doté d'une durée différente. Exemple, avec amortissement, on achète une machine qui vaut 40 000 euros. Sa structure vaut 80%. Elle est amortissable sur 8 ans. On a un bras articulé qui vaut 20 000 euros, qui est amortissable sur 3 ans. 8 et 32, 8, 40 000. Donc on a un matériel qui est composé de deux biens, pardon, deux valeurs significatives. Alors, que veut dire valeur significative? Dit mesurable, qui représente quelque chose par rapport à l'origine. Il n'y a pas d'écrit disant significatif, c'est quoi? Significatif, c'est l'importance qu'on en donne. Sur un bien qui vaut 1 million d'euros, un composant à 2 000 euros, c'est pas significatif, ça représente rien. C'est négligeable.
Sur un bien qui vaut 3 000 euros, 500 euros, c'est significatif. C'est un sixième, c'est significatif. C'est une importance qu'on donne. À l'examen, si vous voyez, normalement, tout est généralement significatif. Donc, on part du principe ici que c'est significatif. Remplaçable, c'est-à-dire que on vous appelle qu'il est amortissable et qu'il a une fin de vie. Doté de durées d'amortissement différentes. D'un côté, j'ai 8 ans, de l'autre côté, j'ai 3 ans. Je dois décomposer cet actif. C'est-à-dire décomposer l'actif, c'est-à-dire que mon compte de matériel doit être décomposé en deux sous-comptes. Donc les sous-comptes peuvent être des comptes alphanumériques ou des comptes numériques. S'ils sont numériques, je prends le compte 2154 que je divise dans mon cas de figure en 2154, 1, 2, 3, 4, 5, 6, selon mes besoins. Si je suis en compte numérique, à l'examen, vous avez le droit de faire les deux. Donc si je suis en compte alphanumérique, pardon, je ferai 2154 S pour structure, 2154 B pour le bras articulé. D'accord? Soit vous mettez des lettres dans la subdivision, soit des chiffres dans la subdivision. Moi, l'écriture comptable est la suivante. On va peut-être aligner un peu mieux mes chiffres. Ma construction, mon matériel vaut 32 000 euros, 40 000 euros. 8 000 euros de TVA, 40 fois 20%, ça fait 8 000. Je décompose mon actif. Donc 21,54 pour 32 000 euros. 21,1, pardon, 21,54 2 pour le bras articulé 8 000 euros. Je supporte une TVA de 8 000 euros sur mes 40 000. Donc, je dois à mon fournisseur un montant total du hors-taxe 40 000, plus la TVA 8 000. Je dois à mon fournisseur 48 000 euros. Voilà le principe de la décomposition d'un actif. On va passer aux amortissements. L'amortissement, c'est la perte de valeur d'un bien. Si je l'ai acheté au début d'année, il n'y a pas de prorata temporis. On reviendra sur les prorata temporis. Donc, je dois amortir ma structure sur 32 000 divisé par 8, 4 000 euros. Et mon bras, 8 000 divisé par 3, qui fait 2666,67. La somme des deux fait mon amortissement total. 68,11 dotation aux amortissements pour 6668. 28,154,1, 28,154,2 pour les amortissements de la structure et du bras, pour leur montant respectif. Et si vous constatez quelque chose, je mets un compte 28 amortissement de mon IMO. Le compte 28 amortissement de l'IMO, vous devez le savoir, c'est mon compte d'IMO où je mets un 8 en deuxième position de mon compte d'achat. Donc mon achat, c'était le compte 21,54,1, il devient 28,154,1 pour la structure. Les comptes 28, c'est pour respecter un principe, c'est pour respecter deux principes comptables. Le premier, c'est le principe du coût historique. Je ne change pas la valeur de mon IMO entre l'actif. Il est entre l'actif pour 40 000 euros, pour 32 000 et 8 000. C'est ce qui apparaîtra à mon bilan dans la colonne brute. Je dois par contre amortir mon bien, lié à son utilisation et sa perte de valeur, ce qui est le principe d'image fidèle. Je dois avoir une image fidèle de ma société en ayant la valeur la plus proche et je respecte aussi le principe d'indépendance d'exercice. Je comptabilise la perte de valeur de l'année et non pas la perte de valeur totale. Donc ici, trois principes sur ces deux écritures comptables ont été respectés, notamment le dernier, coût historique, indépendance d'exercice et image fidèle. On peut vous demander, comme ça a été demandé en 2025, de dire selon quel principe on a comptabilisé une opération ou selon, ou éventuellement, quel principe on déroge, quel principe n'est pas respecté dans un cas. Alors, gros entretien composant aux provisions. Exemple, méthode de provision. J'ai un programme de réparation, d'entretien d'un bien qui est de mon bien vaut 150 000, il sera remplacé par, ou il fera des travaux à hauteur de 150 000 euros dans 3 ans. Je vais donc ici commencer par provisionner mes travaux. Si je dois dépenser 50 000 euros dans 3 ans, je vais, alors sans prorata temporis, il aurait fallu faire un éventuel prorata temporis s'il le faut. Donc je vais faire une dotation de 150 000 divisé par 3 pendant 2 ans. La dernière année, si je fais bien mes travaux en fin d'année, je n'ai pas besoin de faire ma provision, je reprends, je fais mes travaux. Donc 150 000 divisé par 3, 50 000 euros. Je vais donc faire une dotation sur une provision pour 68,15 pour 50 000 euros et 15,25 provision pour grosse réparation pour 50 000 euros. Autre possibilité,
je le mets à l'actif, c'est un composant de mon actif, je l'amortis, et quand je l'amortis, quand je le remplace, je sors de mon actif ce composant et je le comptabilise, et j'achète un nouveau composant. Donc, soit je passe sur le principe de composant qui a été vu juste au-dessus, soit je passe sur le principe des provisions pour grosse réparation. Donc, dans ce cas-là, je décompose pas mon actif. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je comptabilise mon immobilisation pour la valeur totale sans décomposer, ce qui va faire l'objet d'une réparation prématurée. L'énoncé est censé vous dire ce qu'on fait. Alors, en mode amortissement d'une immobilisation. Alors, pendant que j'y suis encore, euh, comment dirais-je, pendant que j'y suis encore, l'immobilisation, c'est un bien auquel on en tire un avantage économique. La notion de 500 euros que vous avez peut-être entendu parler ou que vous avez vu quelque part ou que 500 euros, ce n'est pas une règle comptable, c'est une règle fiscale. Et plutôt, pour être plus précis, c'est une tolérance fiscale qui dit que l'administration fiscale autorise pour les biens de faible valeur, soit inférieurs à 500 euros unitaires par produit, hors taxe, peuvent être comptabilisés en charge directement. C'est-à-dire que l'administration fiscale n'autorise qu'un bien qui vaut 400 euros, auquel j'en tire un avantage économique, j'ai le droit de le comptabiliser en charge. D'accord? C'est une règle comptable et pas une règle fiscale. C'est une règle fiscale et pas comptable. En comptabilité, c'est une IMO. D'accord? À quel moment je la mets en IMO et à quel moment je la mets en charge? Bah, si c'est le premier bien que vous achetez de faible valeur, vous avez le choix. Si c'est pas le premier bien que vous achetez de faible valeur, vous devez suivre ce qui a été fait en amont, respecter le principe comment ça s'appelle, de permanence de méthode et comptabiliser comme ça avait été fait avant. Je fais cet aparté pour nous. J'achète une machine qui vaut 60 000 euros, durée 5 ans en mode linéaire, qui est le mode économiquement justifié. Il a été mis en service le 1er octobre, donc il va être amorti la première année, 60 000 fois 20%. 20%, c'est 100 divisé par 5. C'est la perte de valeur, il perd 20% tous les ans, fois 3 douzièmes, 3 000 euros. Si j'amortis par unité d'œuvre, exemple d'unité d'œuvre, j'ai un bien, j'ai un camion. Le camion, je peux l'amortir sur le nombre de kilomètres que je suis censé parcourir. Mon camion, on me vend, on me dit, il est garanti pour 500 000 kilomètres. Je vais l'amortir sur 500 000 kilomètres. Et je vais voir combien de kilomètres je peux faire tous les ans. Et donc, je fais une règle de 3 entre la valeur de mon bien fois le nombre de kilomètres que je suis censé faire cette année, divisé par le nombre de kilomètres qu'il est censé parcourir, pardon, tout au long de sa vie. Donc, valeur 40 000 euros. Production totale prévue 100 000. J'en fais 25 000 cette année, donc l'amortissement sera 40 000 fois 25, fois 25 000 qui est le nombre d'unités produites cette année, divisé par le nombre d'unités totales que je suis censé faire, 100 000. Ça me fait 10 000 euros d'amortissement. Valeur résiduelle. Valeur résiduelle, c'est la valeur auquel on peut estimer revendre le bien. Comment on peut estimer la revente d'un bien? Historiquement, ce même matériel que j'ai acheté, je l'ai déjà revendu et je sais à combien je peux le vendre. Autre élément, le fournisseur qui m'a vendu le matériel me dit dans X temps que je te rachète ton matériel pour tant de valeur. Donc j'ai un document qui me dit combien ça vaut. Dans ce cas-là, comme j'ai un document qui me dit combien ça vaut, je suis théoriquement sûr et certain de ne pas le vendre en dessous de cette valeur. Comme je suis certain de ne pas pouvoir le vendre en dessous de cette valeur au bout de X années, je sais qu'au bout de X années, il vaudra ceci. Donc, il ne pourra perdre qu'une partie de sa valeur, ce qui est la différence entre le coût d'achat et sa valeur résiduelle. Donc, exemple, j'ai un camion qui vaut 30 000 euros. La valeur résiduelle contractuelle, donc le contrat me dit, Monsieur Martinez, dans 4 ans, votre camion, je le rachète 6 000 euros. Ça, c'est mon fournisseur. Excusez-moi. Donc, moi, ma base d'amortissement, ça veut dire combien il peut perdre de valeur comptable, c'est 24 000 euros. 30 000 moins les 6 000. C'est ces 24 000 euros qui alors, je recommence. C'est ces 24 000 euros qui vont me servir de base pour le calcul des amortissements. Et ici,
on a un gros problème, c'est que l'administration fiscale n'autorise pas et ne reconnaît pas la valeur résiduelle. Donc, pour tout bien où il y a une valeur résiduelle, on devra toujours faire un amortissement fiscal, un amortissement dérogatoire. Je dis ça, mais à l'examen, il y a déjà eu des sujets où il y avait une valeur résiduelle et le corrigé qui apparaissait ne faisait pas apparaître l'amortissement dérogatoire, ce qui est une aberration totale. On prend un exemple pour que vous puissiez comprendre ceci. Je reprends ma feuille Excel pour vous et je marque ici amortissement avec valeur résiduelle. Donc ici, achat d'un matériel. Alors, il y a un amortissement dérogatoire lorsqu'il y a une divergence entre l'amortissement comptable et l'amortissement autorisé fiscalement. Plusieurs cas peuvent apparaître une divergence. Premier cas de divergence, c'est que la durée d'amortissement est différente. Fiscalement, la durée est temps, comptablement, la durée est temps. 8 ans fiscalement, c'est 10 ans comptablement. 20 ans fiscalement, 25 ans comptablement. 25 ans fiscalement, 20 ans comptablement, tout ce que vous voulez. L'une peut être supérieure à l'autre. On a une divergence dans la durée. On a une divergence dans le mode, comptablement linéaire, fiscalement le dégressif. Divergence dit amortissement dérogatoire. Base différente, l'administration fiscale ne reconnaît pas la valeur résiduelle, donc base comptable, valeur résiduelle, base fiscale, la valeur d'achat du bien. Mode d'amortissement encore. Fiscalement, l'administration fiscale ne reconnaît pas les unités d'œuvre. Quand j'amortis selon les unités d'œuvre, je dois normalement amortir linéairement le bien. L'administration fiscale ne reconnaît pas des unités d'œuvre. Et donc, je dois faire du dérogatoire à côté. On n'a jamais eu d'unité d'œuvre en DCG, en UE10 depuis que je connais cette épreuve, en UE9 non plus, examen, mais normalement, ça doit générer du dérogatoire. Autre cas d'amortissement dérogatoire, fiscalement, on estime que dès qu'on a acheté le bien est amortissable fiscalement, alors que comptablement, le bien est amortissable dès le jour où j'en tire un avantage économique. Donc, dès qu'il y a une divergence, je vais en faire une, je ne peux pas les faire toutes, pardon, on doit faire du dérogatoire. Donc, achat d'un matériel, prix d'achat, 100 000 euros. Valeur résiduelle, 20 000 euros. Date d'achat, le 1er avril. Date de mise en service, date avantage économique, le 1er mai. Économique. Durée comptable et fiscale. On va faire que des modifications. Durée comptable et fiscale, 5 ans. Donc, on connaît le taux d'amortissement qui est 100 divisé par la durée, ce qui fait 20%. C'est-à-dire que comptablement comme fiscalement,
le bien perd 20% de sa valeur tous les ans. Je vais le faire sous forme de tableau. Alors ici, on a les années. N, N plus 1. Je ne sais pas qu'elle va continuer la suite. OK. Ah, on va continuer. N plus 1, N plus 2, dommage. N plus 3, N plus 4, N plus 5. OK. Base, amortissement, cumul d'amortissement, VNC. La base, c'est la valeur d'achat moins la valeur résiduelle. Donc c'est 100 000 moins 20 000. Comptablement et économiquement parlant, mon bien vaut 80 000 € et va perdre jusqu'à 80 000 € de sa valeur, pas plus. La base ne change pas jusqu'à la fin. Amortissement, je fais un prorata entreprise de la première année. C'est 80 000 fois 20%. C'est ce que j'avais fait tout à l'heure dans mon exemple. Le bien a été mis en service et tiré un avantage économique à partir du mois de mai. Compte le nombre de mois de mai à décembre, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai 9 mois. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai 8 mois, pardon. Fois 8 douzièmes. Je l'amortis de 10 667 €. L'année suivante, il n'y a pas de prorata, c'est 80 000 fois 20%. L'année suivante, c'est la même chose. L'année suivante, c'est la même chose. L'année suivante, c'est la même chose. J'ai 4 années entières. Un, 2, 3, 4. Et la dernière année, c'est une année entière moins la première année, ce qui permet de compléter à 5 années à 16 000 €. Le cumul d'amortissement, la première année, c'est l'amortissement de l'année. Et après, on additionne. 16 000 plus l'amortissement de l'année, 10 000 plus l'amortissement de l'année, ça fait 26 000. Et je tire vers le bas. Vous constatez que le cumul d'amortissement est égal à ma valeur d'origine. Vous aurez ce tableau Excel par la suite. Ma valeur nette comptable, c'est combien vaut mon bien. Mon bien vaut la valeur d'origine, 100 000, moins la perte de valeur qui est constatée par le cumul d'amortissement, 10 000. Et ainsi de suite. Vous voyez que mon bien, à l'issue de mon plan d'amortissement, a une valeur nette comptable de 20 000 €. Ça, c'est l'amortissement comptable. Ou économique, c'est pareil. Maintenant, on va passer sur le fiscal. Je vais recopier le tableau juste à côté. Copier, pour gagner un peu de temps, coller. Amortissement fiscal. Que me permet l'administration fiscale? Donc là, on ne doit pas prendre en compte la valeur résiduelle, Tout à fait. mais on n'a pas de taux dégressif précis ou C'est quoi. du linéaire. C'est du linéaire. Oui, oui, Il y a- mais Ici, on a deux divergences. La base et le point de départ. Donc moi, ma base, maintenant, c'est 100 000 €. L'administration fiscale ne reconnaît pas l'amortissement, ne reconnaît pas la valeur résiduelle. Premier traitement. Deuxième traitement, le point de départ. Le point de départ, fiscalement, c'est le jour où j'achète le bien. Je refais mon amortissement. C'est égal à 100 000 fois 20%. Ça, c'est pour une année, auquel je fais un prorata temporis. Le bien a été acheté au mois d'avril. L'administration fiscale dit
Ce n'est pas mon problème, monsieur. Si vous avez utilisé votre bien qu'un mois après, moi, il perd de la valeur du 1er avril. Donc, si je compte le nombre de mois d'avril à décembre, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 9 mois, fois 9 douzièmes d'année. Mon bien perd 15 000 euros de sa valeur. Une année entière, c'est 100 000 fois 20%. Et voilà mon amortissement. Vous avez vu que, fiscalement parlant, mon bien ne vaut plus rien. Au bout du plan d'amortissement de 5 années entières, date à date, comme la première année n'est pas complète, il y a un prorata temporis qui se fait. On va mettre un S à fiscal, c'est mieux. Maintenant, ça, c'est mon obligation comptable, amortissement comptable. Ça, c'est ce que m'autorise l'administration fiscale. Si je veux passer de l'un à l'autre, on va faire une dérogation. Monsieur, Amortissement dérogatoire. monsieur, excusez-moi, en compta approfondi, on ne va pas utiliser aussi la calculatrice? Comment? J'ai pas compris, jeune homme. La calculatrice, c'est autorisé en Ah compta non, approfondi. non, 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 non. Elle n'est pas autorisée. Ok, merci. Alors, les calculs seront un peu plus simples que ceci, mais la machine à calcul est interdite à l'examen. Dotation, ce qui est une aberration, parce que ça sert à rien de nous prendre la tête. Dotation reprise. À quel moment on a une dotation? À quel moment on a une reprise? Nous, on est sur ce que m'autorise l'administration fiscale. Quand l'administration fiscale me dit, vous pouvez faire tant. Si le montant que m'autorise l'administration fiscale est supérieur à ce que m'autorise l'amortissement comptable, dans ce cas-là, je fais un amortissement en plus. Ce qui est le cas ici. Première année, comptablement, j'ai droit à 10 000. Fiscalement, 15 000. Comme l'amortissement fiscal est supérieur à l'amortissement comptable, j'ai une dotation supplémentaire. Donc ici, je fais 15 000 moins 10 000. Et vous voyez, tous les ans, c'est pareil. Parce que j'ai une valeur résiduelle. Donc le principe est le suivant. Sauf ici. Sauf ici. Et ici, c'est le contraire. Alors, si amortissement fiscal est supérieur à l'amortissement comptable, alors on a une dotation. Alors, on a une dotation dérogatoire pour la différence des deux. Dans le cas contraire, on a une reprise. Je reprends. Fiscalement, j'ai droit à 15 000 en N. Comptablement, j'ai fait 10 000. Comme fiscalement, c'est supérieur au comptable, j'ai une dotation, ce qui est valable tous les autres années. En N plus 5. Fiscalement, comptablement, j'ai fait 5 333. Fiscalement, j'ai fait 5 000. L'administration fiscale ne m'autorise pas d'aller au-delà de 5 000. Comme j'ai fait plus, je reprends. Ça, on est censé le faire en comptabilité approfondie. Pourquoi on est censé le faire? Parce qu'on s'aligne à la fiscalité. Conséquent de ne pas s'aligner à la fiscalité, vous verrez en cours de fiscalité, je dois faire des réintégrations ou des déductions extra-comptables. Ça m'évite de marquer des opérations en plus dans mon feuillet 2058A qui font qu'il y ait une forte divergence entre mon résultat comptable et mon résultat fiscal. Moi, mes écritures comptables sont les suivantes. Au 31 décembre de l'année N. Première écriture, mon amortissement 68,11 à 28,154. Pour le montant de l'amortissement comptable, c'est-à-dire 10 667.
Et je dois également faire un amortissement dérogatoire. Vous n'avez pas le droit de faire une écriture comptable à l'examen si vous ne... Enfin, vous pouvez la faire ce que vous voulez, elles peuvent être bonnes, il faut mettre des intitulés de compte, hein, d'accord? Il faut prendre le PCG, marquer ce qui est marqué dans le PCG. Alors, 68 725 à 145 pour le montant de mon amortissement dérogatoire qui est 4333. Simplement pour vous montrer le principe, si je devais faire au 31 décembre N+5, pour que vous ayez le cas où on a une reprise, comptablement, je ne change rien. 68 11 à 28 154, j'ai mis un 1 tout en haut, je vais le modifier. Pour le montant de l'amortissement de l'année N+5, c'est-à-dire 5333,33. Et ici, comme l'amortissement comptable est supérieur à l'amortissement fiscal, je fais une reprise du complément ou de ce qui est en trop, qu'ici au 31/12 N+5, je dois faire l'écriture suivante. Comme le fiscal est inférieur au comptable, je fais une reprise 145 à 78 725. L'erreur qu'on voit à l'examen, certains mettent un compte de charge en moins, donc c'est un compte de reprise et pas un compte de charge négative pour 333,33. Êtes-vous d'accord avec cette partie-là? Oui. Ok. Oui. Merci. Oui. Je vais arrêter ce partage. On va aller tout doucement dans les choses. Je vais le sauvegarder également pour ne pas l'oublier de vous le transmettre après. Je vous le transmets tout de suite. Enregistrer sous. Alors, on va le mettre là. Mettre ça. Application. Compta Pro. Nous sommes le 18/01/2026. Et je vais le mettre ici. Enregistrer. La fenêtre. Je viens là. Je vous donne déjà ça et on revient sur la suite du cours. Il nous reste encore quelques petits instants. Application 18.1. Hop. Vous l'avez normalement reçu l'application. Vous l'avez reçu. Oui, on vient de la recevoir. Merci, OK. monsieur. Il n'y a pas de souci. Je partage mon écran et je reviens sur la suite du cours que je dois avoir avec vous. Normalement, mon partage d'écran est fait. Alors, en DCG, on peut être amené à avoir une particularité, c'est-à-dire que le plan d'amortissement peut être modifié. Qui peut être modifié, je ne fais qu'une simple introduction ici. Qui peut être modifié pour différentes raisons. Mon camion que je visitais tout à l'heure, en unité d'œuvre, je roule plus. J'ai de nouveaux contrats. Je vais l'user plus rapidement. Je roule moins. Je vais l'user moins rapidement. J'ai une machine. J'avais quelques contrats. J'utilisais un certain rythme. J'ai des contrats en plus ou en moins. Je l'amortis plus ou moins parce que j'en tire un avantage économique supérieur ou inférieur. Donc, pour des raisons diverses, je peux modifier mon plan d'amortissement car d'une façon ou d'une autre, la durée d'utilisation ou l'avantage économique change. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui peut faire changer un plan d'amortissement, c'est que la valeur résiduelle que j'avais ne semble plus être la bonne. J'avais dit 20 000 euros de valeur résiduelle. Il semblerait que ça soit plus que 2 000. Je me dois de modifier mon plan d'amortissement. Autre cas, on verra ceci un peu plus tard, j'ai un bien. Et il semble que j'ai un soupçon que mon bien ait perdu de la valeur. D'accord? J'ai un indice de perte de valeur. On reviendra à ça quand on sera sur le coût spécifique dans les immobilisations d'un point de vue spécifique, on n'y est pas encore. Passer une dépréciation. Tout à fait. J'ai un soupçon de perte de valeur. Donc, je dois faire un test de dépréciation. Et quand je fais un test de dépréciation, il s'avère que mon bien a perdu de la valeur. Je dois faire une dépréciation. Ce n'est pas l'objet de ce qu'on voit aujourd'hui. Mais je vous donne ici tous les cas qui peuvent exister où je dois modifier mon plan d'amortissement. Je vais vous donner un exemple au départ. J'ai un bien qui vaut 60 000 euros. Initialement, sa durée de vie est de 6 ans. Enfin, N+2, il a été amorti de 4 ans.
Donc, il a été amorti de 2 ans, donc il vaut 40 000 euros. La nouvelle durée est de 10 ans. Comme il a déjà été amorti de 2 ans, j'augmente donc, il me reste donc plus que 10 moins 8, 2 années d'amortissement. Donc la nouvelle annuité, c'est 40 000 divisé par 8. Il sera amorti sur 5 000 euros tout le temps. D'accord? Au lieu d'amortir 60 000 divisé par 6, 10 000, du fait du prolongement de la durée, j'amortis moins. On verra comme le tableau, comment il se présente. Dépréciation exemple. J'ai un bien qui a une valeur nette comptable de 50 000 euros. Valeur vénale, 42 000 euros. Valeur d'usage, 45 000 euros. Je dois prendre entre la valeur vénale et la valeur d'usage la valeur la plus élevée. Valeur vénale, 42, valeur d'usage, 45. Je prends la valeur la plus élevée, 45 000, que je compare à ma valeur nette comptable. Cette valeur actuelle est inférieure, qu'on appelle valeur actuelle, inférieure à la valeur nette comptable. Je dois donc ici déprécier mon bien pour donner une image la plus fidèle de mon bien. Donc je vais faire une dépréciation de mon bien de 5 000 euros. Écriture comptable, 68,16, dotation de dépréciation à 291. Ce n'est plus un compte 8 en deuxième position, mais c'est un compte 9. Le compte 9 en deuxième position indique que cette dépréciation peut être réversible. C'est-à-dire que demain, je me rends compte que la valeur actuelle, la valeur finale et la valeur d'usage sont supérieures à ma valeur nette comptable, je peux modifier ce plan d'amortissement. Ça, c'est une particularité qu'on verra plus tard, mais je vous donne cette notion déjà maintenant pour vous ayez la raison de le chiffre 9 en deuxième position et les conséquences que je pourrais en avoir. Je sors de l'actif de mon bien. On l'avait déjà un peu évoqué tout à l'heure. Donc, j'ai un bien qui vaut 40 000 euros. Il a été amorti de 16 000 euros et je le cède pour 6 000 euros. Donc sa valeur nette comptable, c'est le montant de mon immobilisation moins le montant de mon cumul d'amortissement. Comptablement, mon bien vaut 4 000 euros. Je le vends 6 000 euros, donc je vais faire une plus-value. Les conséquences de cette plus-value sont vues en fiscalité, on ne les voit pas en comptabilité approfondie. Écriture comptable, je cède mon bien pour 6 000 euros, TVA 1200, correspondant à 20% de 6 000. Et ici, 512 banques. On peut mettre également le compte 462, créance sur cession d'immobilisation. Je vais mettre ici. Hop, attention. En cas de non-paiement immédiat, on utilise le compte 462 qui est créance sur cession d'immobilisation. Sortie de l'actif, je mets mon compte 657 pour la valeur nette comptable. Je solde pardon, mon compte d'amortissement, donc pour mes 16 000 euros. Mes 16 000 euros avaient été dans le compte 2854 et 2154 pour la sortie d'actif de mon bien. Évidemment, l'année de ma sortie, j'ai un amortissement à faire qui doit être un amortissement au prorata temporis jusqu'à la date auquel j'ai tiré un avantage économique de mon bien, c'est-à-dire jusqu'à la date auquel je sors mon bien de l'actif. OK pour vous? Je suis fou, j'ai terminé pile poil à l'heure. Avez-vous des questions? Je sauvegarde ceci pour vous le transmettre avec la partie modifiée Merci. concernant le compte 462 que j'avais pas mis au départ. Merci.